Donc voilà, donc le graphe peut se construire de façon dynamique. Après, il y a des procédures qui permettent de calculer un certain nombre de propriétés. Par exemple, pour les URL qui sont situées au milieu du graphe, on sait par expérience que ce sont celles qui ont le plus de liens vers la plupart des sites qui sont en périphérie. Donc c'est ce qu'on appelle des hubs, ou des fois des autorités, c'est-à-dire qui reçoivent beaucoup de liens, au sens autoritatif classique du terme. Et donc on peut leur attribuer des scores. Si vous connaissez Google par exemple et son PageRank, voilà un algorithme qui est spécialement dédié à l'analyse de ces URL au milieu des graphes, parce que Google c'est que du graphe, et c'est la même chose pour donc des dizaines de milliards de pages, à l'analyse donc de ces sites centraux. L'intérêt c'est donc d'aller saisir par exemple ce qu'on peut appeler les relais d'opinion. C'est extrêmement important, et notamment les blogs aujourd'hui. Il faut savoir que la France est le pays au monde le plus dynamique en matière de blogs. Il y a des relais d'opinion dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine politique, notamment on fait des études aussi sur la cuisine, sur la mode, donc sur les biotech, on a fait des choses sur les nanotechnologies, on a fait des choses sur les énergies renouvelables aussi, où on sait que les relais d'opinion ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend d'habitude, mais ils sont présents au milieu de nos cartes. Donc Étienne Chouard, on le voit pour le référendum, mais il y a aussi un gars qui s'appelle le docteur Vermeulen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais dès qu'on parle de grippe aviaire, c'est lui la référence mondiale maintenant sur le net. Et donc il travaille maintenant pour des grandes organisations internationales, mais au début c'est un blogueur. Et dès qu'on fait un graphe sur le H5N1, il est au milieu, parce qu'il a un blog très actif, parce que, etc. Si vous avez des blogs, par exemple, et que vous mettez sur le côté droit là, des liens vers vos amis, c'est quelque chose qu'on adore mapper. Parce que les blogs, ça permet... C'est les liens entre les sites. Il n'y a pas seulement la requête, mais il y a un crawler qui va chercher les liens dans les pages que vous avez examinées. En fait, non, là, il n'y a pas un crawler. Ces liens, ils sont présents dans ton Firefox. Par exemple, quand ton navigateur t'affiche un lien sur lequel tu vas cliquer, il est déjà interprété comme lien. Donc nous, on récupère les informations du Firefox. On n'a pas de crawler, là. Le crawler est intégré dans Firefox. Enfin oui, il est intégré. Mais on ne va pas chercher les liens de façon automatique à partir de la page sur laquelle on est. On peut le faire. Là, on peut le faire, mais là, on ne le lance pas. Là, c'est que de la navigation manuelle. Dans le passage en jaune, est-ce que les requêtes qu'on envoie nous en faisant le navicrawler, est-ce qu'elles sont prises en compte dans le passage en jaune j'avais dit que c'était quand on était Oui. Est-ce que ce que nous on fait est pris en compte dans la cartographie? Oui. En fait, la cartographie est uniquement construite avec les actions des 3 usagers. Si les 3 usagers sont allés réellement voir la page, ou au moins 2 sur les 3, elle sera en jaune. Attends, je finis juste là-dessus. Parce que par exemple, dans des outils comme Firefox, on peut aussi les utiliser pour lire des articles scientifiques dans une bibliothèque. Imaginons qu'on soit capable de capter de l'expertise des lecteurs. Et des lecteurs qualifiés qui seraient capables de dire tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc il faut vraiment comprendre que toute la techno ici, elle est portée du côté des usagers et pas d'un côté d'un système centralisé. Et ce serait effectivement très important pour qualifier 500 articles sur telle chose. Ou alors encore mieux, on m'a posé une colle l'autre jour, donc il y a 3 scientifiques, il y en a un en Europe et un aux États-Unis. Ils se cassent la tête depuis des mois pour réunir une documentation commune sur une pièce de l'Airbus. Le gars qui a travaillé dessus, il est mort. Il n'y a pas eu de choses capitalisées. Il y a des bouts dans tous les sens. Est-ce que vous avez un dispositif light à mettre à notre disposition pour reconstruire cette mémoire du constructeur en question? Et donc, voilà une des questions auxquelles on va répondre. C'est aussi pour mettre en commun donc des corpus et avoir une vue cartographique dessus. Mais attention, vous allez me dire, mais vous faites que des cartos. Je vais vous faire voir à la fin du truc qu'on peut aussi, de toutes ces URL, à un moment, on peut très bien dire, voilà, j'arrête. On a assez d'URL, et là, il y a une autre équipe de Web Atlas qui intervient et qui va indexer le contenu, comme Google et Yahoo, et qui va en faire un moteur de recherche en ligne classique avec ses catégories, ses mots-clés, etc. Justement, comment vous mettez la limite pour dire on arrête et on... Alors, ça dépend de la question, ça dépend de la demande. C'est la question essentielle. Il y a un des membres de Web Atlas qui s'appelle Mathieu Jacomi qui fait quasiment sa thèse dessus. L'un des principes les plus éclairants pour les ingénieurs en travaillant avec les chercheurs en SHS, c'est la question de la qualification des corpus. Et un mot nous qu'on a bien utilisé, c'est celui de sa frontiérisation. Un corpus, c'est toujours fait d'arbitraire.
L'idée, c'est dans les cartographies et avec les technologies qu'on utilise, c'est de mapper aussi cet arbitraire. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait faire une session ici d'exploration dans laquelle vous, chercheur, ou toi, tu irais voir un site en disant ben, « il ne m'intéresse pas ». Et tu le mets en site refusé. On a des petits boutons, tu mets refusé ou accepté. Et ainsi, quand on fait des cartos, on voit tous les sites qui ont été exclus en frontière et tous les sites qui ont été mis comme acceptés dans le corpus. D'ailleurs, on peut argumenter sur cette qualification. C'est-à-dire que les chercheurs peuvent aussi donner des scores ou méta-taguer comme ils veulent avec des mots, etc., les corpus. Mais ça, Mathieu Giacomi, il le dit depuis le début et on l'écoute de ce point de vue-là. Il faut donner à voir les frontières de corpus. Et en particulier en SHS, c'est là où le travail qualitatif est le plus serré, la discussion la plus compliquée, et c'est là où il y a l'expertise la plus riche d'une certaine façon. Ce sera donc l'utilisateur qui mettra lui-même sa frontière en fait. Oui, voilà. Simplement, nous, on garde trace de son travail de frontiérisation. Est-ce qu'il l'a argumenté ou pas? Est-ce qu'il l'a fait dans ce sens-là ou pas, etc. En tout cas, nous, on peut en garder trace de façon à ce que d'autres chercheurs puissent aussi échanger ce travail de frontiérisation qui, là, pour le coup, n'est jamais forcément justifié dans les publis ou ailleurs. Hein. Alors là, quand on travaille avec des sociologues ou des anthropologues ou des spécialistes de la littérature, la question de la frontiérisation est absolument évidente. Moi, je pense à d'autres exemples comme celui de la Shoah, par exemple. Hein. Quand on travaille avec des gens qui sont spécialistes de la mémoire, au sens culturel du terme, et qu'on tombe sur tout un tas de sites qui ont l'air de dire que bon, la Shoah, ça a bien existé, mais c'était finalement pas si dramatique que ça, etc. Des fois, la frontiérisation, c'est aussi une marque, c'est aussi une marque d'exclusion. Et quand on la rend visuellement appréhendable par tous, là, on voit quel est le travail de qualification du chercheur, notamment en SHS, ça me paraît d'une évidence absolue. C'est de cette expertise-là qu'on aimerait se nourrir, c'est des choses dont on ne parle pas d'habitude, et qui nous font avancer dans le travail de développement technologique. Sur le Navicrawler, tu as un petit bouton genre site refusé, site accepté, ou alors des fois un bouton je sais pas. Voilà, il y a un truc qui s'appelle je sais pas, où le chercheur il va revenir dessus 6 mois après. Mais on pourrait faire ça pareil avec des textes de littérature, hein, pas simplement des sites web, mais on pourrait faire ça avec. Il n'y a pas de limite en fait, hein, d'une certaine façon.